Continuer la lecture du clonage végétal. En horticulture et en culture, les techniques de reproduction des plantes par clonage peuvent être pratiquées en laboratoire, sous serre ou sur le terrain. Elles sont applicables chez beaucoup de dicotylédones, produisant des méristèmes en abondance sur quelques monocotylédones. Également, le bananier peut se multiplier par rejet, la canne à sucre par bouturage. On peut citer le greffage, le bouturage et d'autres techniques, cette fois inspirées de la multiplication végétative naturelle, le marcottage, le démariage de rejets ou la division de rhizomes et de stolons, etc. En laboratoire, on pratique la culture in vitro de méristèmes ou d'autres parties de la plante, produisant des embryons puis des plantules complètes, voire embryogénèse somatique et embryogénèse zygotique. Les techniques in vitro sont les seules qui peuvent être employées pour des monocotylédones comme le palmier dattier, le palmier à huile. Les producteurs parlent de vitroplants. Processus d'obtention des vitroplantes, archives, carbet-science.net. Le comportement et la forme des clones peuvent différer selon la partie de la plante d'où sont extraites les cellules destinées à les produire. Par exemple, chez les fraisiers, des bourgeons adventifs stipulaires ou donnent des fraisiers à feuilles plus claires et plus rondes. Ils présentent un métabolisme différent, un nombre plus élevé de stolons, un réceptacle floral plus court, des étamines aux anthères plus grosses, alors que le clone axillaire est lui moins bien pollinisé et produit pour cette raison des fruits plus souvent difformes, notamment en l'absence d'agents pollinisateurs. Voir résumé étude archive. INIST/CNRS 4.inist.fr. Le clonage végétal a déjà permis de réinsérer des espèces disparues, comme la cylindrocline Lawrencei, qui a pu être réimplantée par le Conservatoire botanique national de Brest en 2007 à partir de vieilles semences. Source. Sylvie Rouat, reportage à Brest. On ressuscite les plantes disparues. Archives sur science et avenir.fr. Science et avenir, 28 juillet 2019. Clonage animal. En 1888, Willem Roux, qui avait introduit la manipulation expérimentale de l'embryon pour découvrir les règles du développement, réalisa une série d'expériences dans lesquelles il inséra une aiguille chaude dans l'un des deux blastomères pour le tuer. Il a ensuite observé comment le blastomère restant s'est développé et a constaté qu'il était devenu un demi-embryon. En 1892, Hans Driesch a effectué des expériences similaires sur des embryons d'oursins, mais au lieu de tuer l'un des deux blastomères, il a mis de nombreux embryons dans un tube et l'a secoué pour séparer les cellules. Il a rapporté que, contrairement aux découvertes de Roux, il s'est retrouvé avec des embryons complètement formés mais plus petits. La raison de cet égard a été largement attribuée au fait que Driesch a séparé complètement les deux blastomères plutôt que d'en tuer un comme Roux l'avait fait. D'autres, dont Thomas Hunt, Morgan et Oscar Hertwig, ont tenté de séparer les deux cellules car la question était d'une grande importance, en particulier pour les arguments entre les partisans de l'épigénèse et de la préformation. Mais des résultats satisfaisants n'ont pas pu être obtenus. Source. Monographie de Claudio Stern JZ, Young Professor et chef du département d'anatomie et de biologie de développement à l'University College London, d'après Spearman 1943, Mangold 1953, Hamburger 1988, bioinfo.org.cn. En 1902, le premier défi Hans Spemann a été de trouver comment diviser les deux cellules d'un embryon beaucoup plus collantes que les cellules d'oursin. En 1901 à 1903, il utilise des poils de sa petite fille Margaret, choisis pour leur finesse, pour nouer un nœud entre les deux premiers blastomères d'embryons de salamandre. Si le nœud était complètement resserré et laissé en place, cette manipulation produisait une profonde constriction entre les deux cellules et les séparait efficacement pour le reste du développement. Dans certains cas, il a obtenu deux embryons complets, qui étaient parfois fusionnés l'un à l'autre lorsque la constriction n'était pas complète. Spemann 1901, Spemann 1902, Spemann 1903. Ce résultat a porté un coup dur aux préformationnistes. La théorie de la préformation, aussi appelée théorie de la préexistence, a été formulée au XVIIIe siècle pour expliquer le développement embryonnaire par le déploiement de structures préexistantes dans l'œuf.
Cette théorie s'est historiquement opposée à celle de l'épigénèse, selon laquelle les organes apparaissent progressivement au cours de la croissance embryonnaire et sont sous l'influence de forces extérieures. On considère traditionnellement que la théorie de l'épigénèse l'a emporté sur le préformationnisme à la fin du XIXe siècle avec l'émergence de l'embryologie expérimentale. Cependant, la découverte de programmes génétiques contrôlant le développement durant les dernières décennies du XXe siècle met en évidence la préexistence dans l'œuf d'un code porteur des informations régulant le développement. Ces découvertes sont à l'origine d'un courant de réhabilitation de l'apport de la pensée préformiste à la biologie. Source Gould, S.J. 1977, Ontogeny and Phylogeny, Belknap, Harvard. Mais Spemann a également remarqué que le résultat de l'expérience dépendait du plan le long duquel l'étranglement était placé. Le premier plan de clivage des embryons de salamandre est variable, séparant dans certains cas les futures faces dorsales et ventrales, tandis que dans d'autres cas, étant perpendiculaire à celle-ci ou dans d'autres orientations, Spemann a observé que lorsque le premier clivage et donc la constriction qu'il a faite avec les cheveux séparait la face dorsale de la face ventrale, seule la face dorsale donnait naissance à un embryon complet, la moitié ventrale ne produisant qu'un Boschtuck ventre. C'est cette observation qui a finalement conduit à la découverte de l'organisateur par Spemann et à l'expérience pour laquelle il est le plus connu. Spemann a également essayé de diviser des embryons de salamandres plus avancés à l'aide de cette méthode, mais il a constaté que les cellules de ces embryons n'étaient pas aussi efficaces pour se développer en salamandres adultes. Cette expérience a montré que les embryons d'un animal plus complexe peuvent aussi être jumelés pour former plusieurs organismes identiques, mais seulement jusqu'à un certain stade de développement. La découverte qu'une phase dorsale isolée de l'embryon se développait plus ou moins de manière autonome, alors qu'une face ventrale ne le faisait pas, a suggéré à Spemann que les deux régions sont en quelque sorte différentes. Il a ensuite, en 1914 à 1919, étendu ses expériences de constriction aux embryons à des stades ultérieurs et a constaté qu'il pouvait obtenir des résultats similaires, même jusqu'au stade tardif de la gastrula, dans des embryons qui avaient déjà un blastopore. À ce stade, les portions dorsales isolées de l'embryon qui contenaient la lèvre du blastopore formaient des axes beaucoup plus complets que les autres parties. Les parties dorsales qui comprenaient la lèvre du blastopore sont généralement données à des structures complexes et spatialement organisées, telles qu'une notocorde des somites, du tissu neural spatialement organisé. Je suis fatigué, je me suis relu. Du tissu neural et parfois des parties de la tête, tandis que les parties ventrales ne formaient souvent que de la peau, du mésenchyme indifférencié, des tubules rénaux et du sang, dont aucun ne fait partie de l'axe embryonnaire. Ces observations ont conduit Spemann à décrire la lèvre du blastopore comme un centre de différenciation, Spemann 1918, puis comme un centre d'organisation, Spemann 1919. La notion de centre de différenciation, organisation spéciale dans l'embryon est intimement liée à la prise de conscience que ce centre peut agir en partie en influençant la différenciation ou l'organisation d'autres cellules non situées dans cette région. Cette interaction est ce que les embryologistes appellent l'induction. L'étape suivante, évidente, consistait à utiliser des stratégies de transplantation pour tester directement si la lèvre dorsale du blastopore pouvait modifier le comportement d'autres cellules, ou plus précisément, leur devenir développemental. C'est ce que Spemann s'est maintenant engagé à faire, bien qu'il n'ait pas été le premier à réaliser des expériences de transplantation avec cette région de l'embryon. Plusieurs années plus tôt, en 1907, Warren H. Lewis avait transplanté la lèvre dorsale du blastopore d'un embryon au stade gastrulin sur la face ventrale d'un hôte de stade similaire et a signalé la formation d'un double axe. Cependant, Lewis avait interprété cela comme indiquant une autodifférenciation de la greffe. En d'autres termes, il croyait que les cellules transplantées, leurs descendants, avaient formé la totalité du deuxième axe eux-mêmes. Pour démontrer l'induction,
Spemann a répété les greffes de Lewis en 1916, mais l'année suivante, il s'est rendu compte que l'expérience ne serait pas complète sans un moyen sans ambiguïté de distinguer le greffon des cellules hôtes. Quelques années plus tôt, en 1903, Ross Harrison avait utilisé des greffes interspécifiques entre des embryons de deux espèces différentes de grenouilles, Rana palustris et R. sylvatica, qui sont différemment pigmentés. Spemann a maintenant profité de cette approche, mais a utilisé trois espèces de tritons pigmentés différemment, le triton blanc Triturus, cristatus et le T. teniatus foncé ou T. alpestris. En 1917, Spemann a commencé des expériences de transplantation avec ces espèces, déplaçant des morceaux d'une variété de sites sur des embryons de donneurs à différents endroits sur des embryons de coloration plus claire ou plus foncée. Son article rapportant les résultats parut en 1921, mais ne contenait qu'un compte rendu